Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Voici le sommaire de ce journal. C'est une large victoire qui donne le ton. La Roca Team a entamé de la plus belle des manières les demi-finales du championnat de France de basket. Une victoire nette, 94-65. Le résumé de la rencontre à suivre. Ce sera la fête samedi et dimanche sur la place du Palais. Les troisièmes rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco vont réunir de nombreuses communes qui ont un lien privilégié avec la principauté. Albert Croesi, qui chapeaute l'organisation de l'événement, nous en dévoilera le programme. Demandez le programme également de l'actualité théâtrale, musicale et plus généralement artistique de l'été. Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles, sera notre deuxième invitée. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun, une mesure qui entre en vigueur demain samedi. Investir de manière responsable et durable, un groupe de travail portant sur cette question a été créé et réunit acteurs du monde de la finance et représentants du gouvernement. Une nouvelle réunion était organisée aujourd'hui. Nous entendrons le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini. Et puis le beau bilan de l'année du Femina Sport qui compte désormais notamment chez les plus jeunes pousses, 5 championnes régionales de PACA dans la catégorie 8-9 ans. Et débutons par la belle victoire de la Roca Team pour le premier match des demi-finales du championnat de France de basket. Après s'être difficilement défaits de Strasbourg en quart de finale, les Monégasques sont désormais opposés à Paullac-Orthez. Ils étaient jeudi soir en démonstration et se sont imposés 94-65, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce résumé du match, signé Frédéric Elion sur des images de Sylvain Péroumal. Quasi miraculé en quart de finale, on a retrouvé la vraie Roca Team hier soir lors du match 1 des demi-finales face à Paullac-Orthez. Intensité défensive, gros impact physique, jeu de transition. Monaco a fait exploser le 6e de saison régulière hier soir à Gaston-Médecin. Porté par leur maestro Mike James qui inscrit 7 de ses 10 points dans les 5 premières minutes du match. Les Monégasques se détachent d'entrée, plus 12 à la fin du premier quart-temps, 25-13. Monaco exploite les mismatchs à merveille. Léo Westermann profite de sa taille pour scorer sur la tête de Bibbins. Will Thomas, 13 points à 5 sur 6 au tir, s'approprie la raquette grâce à sa puissance. Malgré les efforts de Brandon Jefferson, 12 points inscrits en première mi-temps. Orthez accuse un retard de 16 unités à la pause, 47-31. Les Palois effectuent un rapproché au retour des vestiaires. Jefferson à 3 points, Chikoko au dunk, puis au Nyangé longue distance. L'élan revient à -9. Dwayne Bacon prend alors les choses en main, toujours aussi inarrêtable en isolation. Le match bascule ensuite en mode All-Star Game. Dante Hall multiplie les actions spectaculaires en très haute altitude. Le marsupilami monégasque martyrise le cercle à la finition de plusieurs alley-oops. Plus 18 Monaco après 3 périodes. Très bien muselé, Justin Bibbins doit attendre le début du 4e quart-temps pour inscrire enfin son premier panier du match. Bacon régale le public au dunk, en contre-attaque et Ouattara, meilleur marqueur du match avec 15 points, excellent des deux côtés du terrain, trouve la mire de loin. 94-65, Monaco a surclassé Pau dans ce match 1. Très important, extrêmement important. Là, on a voulu rentrer dans le match avec beaucoup d'intensité, on a très bien exécuté notre plan de jeu. Et voilà, après une série extrêmement compliquée contre Strasbourg, on voulait tout de suite se remettre dans le bain avec des bonnes attitudes, des bonnes intentions, et c'est ce qu'on a fait. Encore une fois, c'est 1-0, nouveau match samedi, donc rien n'est joué. En tout cas, cette performance était assez satisfaisante. Le score c'est une chose, mais c'est pas important en vrai, c'est juste une défaite. Maintenant, voilà, faut déjà passer à autre chose. Demain on est off, on va avoir le temps de travailler un peu sur ce qui s'est passé. Réfléchir, se mettre la tête à l'endroit et essayer de revenir samedi de meilleure manière. La Roca Team aura l'occasion d'enfoncer le clou samedi, toujours à domicile à 16h20 lors du match 2. Et vous le savez, pour ces demi-finales, la victoire sera en 3 matchs. Une nouvelle victoire demain samedi serait donc un bel avantage pour les Monégasques avant leur déplacement à Pau pour les matchs 3 et éventuellement 4 la semaine prochaine. Les autres grands titres de l'actualité à présent avec vous, Frédéric Elion. Bonsoir.
Bonsoir Patricia, la circulation de la Covid-19 en principauté reste contenue. Le prince Albert II, sur proposition de son gouvernement, a donc décidé en fin d'après-midi de supprimer le port du masque dans les transports en commun, taxis et véhicules de grande remise dès demain, samedi 4 juin. Désormais, le port du masque reste obligatoire uniquement dans les établissements de santé et les structures d'hébergement pour les personnes âgées. L'événement outre-Manche depuis hier, c'est le jubilé de la reine. Et le prince Albert II a tenu à saluer lui aussi l'incroyable longévité de la reine d'Angleterre. 4 jours de festivités pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. 200 000 événements seront organisés à travers le pays jusqu'à dimanche pour honorer la reine âgée de 96 ans et très appréciée du peuple britannique. Via un communiqué, le prince Albert II a tenu à exprimer ses sincères félicitations et celles du peuple monégasque à la reine. Le souverain ajoute qu'Elisabeth II est une inspiration pour le monde. Et des festivités encore au Yacht Club jeudi soir. Le 2 juin est une date importante et un jour férié en Italie pour commémorer la fête de la République italienne. Le prince Albert II et de nombreuses personnalités de la principauté étaient donc au Yacht Club de Monaco hier soir pour célébrer cette date importante du calendrier italien. Le 2 juin 1946, le peuple transalpin fait le choix de la République au détriment de la monarchie lors d'un référendum. Un jour important puisque pour la première fois de l'histoire, les femmes avaient pu voter en Italie. C'est un joli programme festif qui vous attend samedi et dimanche, place du Palais, avec les 3e rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Un village est en cours d'installation et nous retrouvons l'organisateur des réjouissances pour nous donner le programme de ces 2 journées. Bonsoir Albert Croesi. Bonsoir Patricia. Nous y sommes presque, c'est demain et dimanche que se tiendront les 3e rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Vous mettez là la dernière main aux préparatifs. Vous reconstituez en quelque sorte un petit village, place du Palais? Oui, cette année c'est un moyen village, il est un petit peu plus gros que les années précédentes. Nous avons beaucoup de monde qui va participer à cette 3e rencontre. Et effectivement, c'est la dernière ligne droite. On espère que la pluie va s'arrêter. Et on est ravis que ça commence enfin après 2 ans d'interruption. Le soleil est prévu demain. Combien de communes allez-vous accueillir cette année? Peut-on avoir quelques noms? Oui, nous avons 13 ou 14 communes avec pour les Alpes-Maritimes, Antibes, Cagnes, Puget-Théniers, Peille et la Turbie. Ensuite, nous avons Belfort et Giromagny pour le territoire de Belfort. Et pour le département de la Manche, il y aura Granville, Saint-Lô, Cherbourg, Torigny, Amby, Moyon et Percy en Normandie. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de communes avec beaucoup d'artisans et beaucoup de commerçants. Parce que l'idée, c'est de faire une fête populaire? Oui, c'est le principe des rencontres des sites historiques. C'est ce qu'on appelle la bonne fête populaire dans le bon sens du terme. C'est de la convivialité, c'est renouer un petit peu avec ces communes pour perpétuer les liens qu'il y avait il y a maintenant plusieurs années, mais enfin même plusieurs centaines d'années. Mais c'est vraiment une fête populaire à laquelle les gens ont beaucoup de plaisir à participer. Mais il y a des artisans, il y a des animations, c'est cela? Oui, nous aurons un maître verrier, il y aura des tailleurs de pierre, il y aura des tapissiers, il y aura un maréchal ferrant, il va y avoir un marquetier, il va y avoir des artistes et des sculpteurs, et au-delà, il y aura beaucoup de points de restauration avec des spécialités de ces 3 régions. Et un beau spectacle aussi à la nuit tombée, Tout à fait. Samedi soir, dès que la nuit sera arrivée, 22h, 22h15, la projection sur les façades du palais d'un très beau son et lumière. C'est finalement un esprit de famille qui se dégage de cette fête? Oui, c'est voilà, la fête populaire, la fête de famille. Tout le monde est uni sous le nom des Grimaldi. Je pense que le prince souverain en est très heureux puisque, pour preuve, il les visite régulièrement tout au long de l'année. Maintenant, il y a aussi les sites italiens qui ont donné lieu à la création d'une association italienne des sites historiques Grimaldi de Monaco. C'est vraiment, je pense, pour son plus grand plaisir, recréer des liens et agrandir un petit peu la famille. Oui, et de la part de toutes ces communes, il y a un engouement incroyable. Elles sont particulièrement fières d'appartenir à ce réseau. Oui, je le pense. Nous, on hésite à utiliser le terme ancien fief, parce qu'on ne veut pas qu'on puisse penser qu'on a encore des vues sur ces territoires. Mais eux-mêmes se revendiquent comme anciens fiefs des Grimaldi, ils en sont très fiers. Je me souviens qu'à Matignon,
par exemple, pour toutes les fêtes nationales ou non, mais toutes les fêtes qui se passent à Monaco, ils sonnent les cloches, ils pavoisent. Donc ce sont des communes qui ont beaucoup de fierté d'appartenir à ce réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Et pour les découvrir, c'est donc demain, samedi et dimanche. Alors les modalités pratiques pour conclure, tout le monde peut venir et c'est gratuit. Tout le monde peut venir. Libre accès, c'est totalement gratuit, sauf la marchandise, les nourritures qu'on voudra acheter, puisqu'en fait les commerçants, les artisans vont aussi procéder à des ventes de leurs produits, mais le spectacle, la visite du chalet, l'accès à la place du Palais est totalement libre et gratuite. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Albert Croesi, grand coordonnateur de ces festivités, de nous avoir présenté cette manifestation qui va animer le Rocher tout au long du week-end. Merci infiniment Patricia et j'espère vous voir ce week-end. Au revoir. Et sachez que des tours de calèche seront également proposés demain tout au long de la journée au départ de la place du Palais. Dans un tout autre registre, le secteur de la finance s'intéresse depuis plusieurs années maintenant aux investissements durables. Les acteurs financiers et le gouvernement monégasque se sont réunis de nouveau ce matin dans le cadre du groupe de travail mis en place autour de la finance durable et créé il y a un peu plus d'un an. Nous écoutons à ce sujet le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini. L'idée, c'est que la principauté, en particulier du fait de l'engagement du prince souverain pour la protection de l'environnement dans de multiples domaines, que la principauté également dans le domaine de la finance adopte un comportement, propose des produits et des services qui ressortent de cette nouvelle approche qui, je dois dire, est très demandée par les clients, notamment les nouvelles générations. Il faut que les équipes en relation avec les clients soient formées à toutes ces thématiques. Comment parler aux clients, quelles unités de mesure utiliser. Ils peuvent être intéressés de savoir, grâce à leurs investissements, combien d'arbres ont été plantés, combien de tonnes de déchets ou de CO2 ont été évités, combien de litres d'eau gaspillés également ont été évités. Donc tout ça, c'est... Et puis, avant tout, il faut désigner, et c'est un des objectifs, au sein des établissements monégasques, un responsable ou une responsable plus spécifiquement en charge des questions dites ESG, liées donc à la protection de l'environnement, aux questions de société et à la gouvernance des entreprises. Jean Castellini, le ministre des Finances et de l'Économie, répondait à Alexandra Pani. C'est aujourd'hui qu'a été officiellement dévoilé le programme de la Direction des Affaires culturelles pour l'été et il est conséquent. Du théâtre, de l'orgue, une jolie exposition. Pour en parler, Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir Patricia. L'été arrive donc et la direction des affaires culturelles nous réserve un joli et dense programme. Il y en aura pour tous les goûts. Oui, tout à fait, puisque cette année, nous avons à la fois une exposition, le Forum des artistes, la programmation du Fort Antoine et bien évidemment la programmation du Festival d'orgue. Oui, alors débutons peut-être par ce festival du théâtre qui fait chaque année et pour chaque soirée salle comble, ou plutôt devrais-je dire amphithéâtre comble, puisqu'il s'agit du Fort Antoine. Oui, tout à fait. Alors cette année, nous avons 7 spectacles et nous avons souhaité orienter la programmation pour tous les âges et notamment nous commençons la saison avec un spectacle pour enfants et pour familles, bien évidemment, intitulé Hansel et Gretel, d'après le conte. Et donc, je pense que voilà, ça va donner la tonalité et l'envie aussi de venir découvrir tous les autres spectacles qui sont à la fois, qui appartiennent à la fois aux arts du cirque, qui sont des concerts, mais qui sont aussi des spectacles musicaux, des réflexions, enfin, toute une thématique qui nous permet de découvrir des acteurs de qualité, mais également une programmation qui est plaisante, mais qui fait réfléchir. Ensuite, plus classique, mais qui a son public, c'est l'orgue. Alors, moins classique cette année, puisque nous avons changé la formule et nous avons invité une discipline à s'associer avec l'orgue, à savoir la littérature cette année. Et chaque concert sera appuyé soit sur un texte
de théâtre, soit sur un texte poétique, soit sur un ciné-concert. Mais la littérature est l'invité principal de ce festival, et notamment, par exemple, avec Guillaume Gallienne qui nous lira sur une improvisation d'orgue, un conte de George Sand, bien sûr en lien avec la thématique de l'orgue. On aura également Jean-Loup Chrétien qui va nous parler de sa passion de l'orgue et associé à tout le monde des étoiles. Donc ce sera une projection magnifique associée à l'orgue. Nous aurons des poèmes de la cousine de Guillaume Gallienne, une jeune femme décédée à l'âge de 19 ans, mais qui a eu une production poétique absolument remarquable. Et enfin, nous aurons aussi un concert pour enfants, puisque nous évoquerons bien évidemment le texte de Melville sur Moby Dick. Donc vous voyez, là aussi, tous les âges et tous les domaines de la littérature seront représentés pour donc une saison un petit peu particulière pour le Festival d'orgue. Oui, c'est une nouvelle formule finalement, et puis des lecteurs donc de renom. Du côté du Larvoto, alors là c'est une exposition et c'est quelque chose d'inédit, hein. Le chat déambule. Alors il y a un gros indice dans le titre. Alors le chat déambule, oui, il y a déjà du public qui nous ont dit « Ah ben chat alors, il y a Gueuluc à Monaco ». Et oui, nous aurons donc 20 gros matous, je dis gros matous parce qu'il s'agit de sculptures de plus de 2 mètres de haut et plus de 2,5 tonnes chacune, qui seront exposées au Larvoto et qui seront là pour vous accueillir, vous permettre de prendre des photos, et toujours avec cet humour bien particulier du dessinateur Gueuluc, qui là s'est transformé en sculpteur et qui nous présente ces nouvelles œuvres du gros chat, qui donc accueillera là aussi tout public et qui ne manque pas d'humour dans donc l'exposition de ces 20 sculptures. Et comment est venue l'idée de cette exposition? Cela accompagne aussi le renouveau du Larvoto? Alors, ça accompagne le renouveau du Larvoto dans le sens du choix du lieu de cette exposition, mais nous devons remercier notre souverain de nous avoir offert cette exposition pour cet été. Il y tenait, il pense que ça fera plaisir au public, et puis on a besoin d'un peu d'humour et d'un peu d'humour décalé. Et voilà, il a souhaité que le public monégasque et les touristes découvrent cette œuvre qui est liée aussi dans le futur, en 2024, à l'ouverture d'un musée du chat et du dessin humoristique qui doit donc voir le jour à Bruxelles. Et donc voilà, cette participation à cette exposition itinérante permet la création d'un musée, donc c'est aussi une démarche culturelle importante. Oui, parce qu'elle a déjà fait plusieurs étapes précédemment. Donc oui, le théâtre, l'orgue, l'exposition, et puis début juillet, la grande réunion de famille des artistes de Monaco cette fois. Oui, c'est une grande famille, puisque cette année, nous avons le plaisir d'accueillir 80 artistes de Monaco qui vont présenter leur travail. À partir du 16 juin, le site internet du forum sera ouvert et vous pourrez découvrir toutes les œuvres et voter pour votre œuvre préférée. Et cette œuvre sera mise à l'honneur lors du week-end du Forum des artistes. Donc voilà, c'est une belle fête pour la création artistique. Oui, donc on l'a vu, une programmation estivale très riche et puis beaucoup de nouveautés. Françoise Gamerdinger, merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous présenter tous ces événements culturels. Eh bien, merci à vous et puis rendez-vous au public pour un bel été culturel. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris, merci. Mais avant ce beau programme estival, une semaine intense se profile toujours dans le domaine de la culture, une semaine placée sous le signe de la philosophie, Frédéric. Les rencontres philosophiques de Monaco organisent la semaine Philo Monaco du 7 au 12 juin. 6 jours d'échanges et de débats avec de nombreux intervenants, philosophes, psychologues, journalistes, écrivains ou professeurs. Tous les matins de 9h à 10h30, rendez-vous au marché de la Condamine pour une session questions-réponses avec les invités du jour. Des tables rondes et conférences seront organisées au théâtre Princesse Grace et des ateliers philosophiques seront proposés dans les classes en principauté. Retrouvez toutes les informations sur le site philomonaco.com. Passons à cette soirée aux Stars and Bars pour la communauté LGBT, mais pas seulement pour ses soutiens aussi. La Barclays Monaco proposait hier en partenariat avec Fightheads Monaco et le Stars and Bars un cocktail pour célébrer le mois de la Pride en principauté. Plusieurs intervenants se sont succédés sur scène.
Fight-Heads Monaco y a réaffirmé son soutien à la communauté LGBT, sa volonté de lutter contre toute forme de discrimination et l'importance de préserver les valeurs de tolérance et de respect. Et puis une bonne action tout en faisant de bonnes affaires, Frédéric. Mission Enfants s'organise à son siège, 19 avenue des Papalins, une grande braderie les 7 et 9 juin de 10h à 18h. De nombreux articles de seconde main seront proposés, vêtements pour bébés, enfants et adultes, des chaussures, jouets ou linge de maison. La somme récoltée permettra de financer les envois de containers au Burkina Faso. Nous mettions à l'honneur hier l'équipe des U15 de water-polo, sacrée championne de France, des jeunes prometteurs. La gymnastique artistique féminine monégasque, elle aussi, peut se féliciter de plusieurs titres en cette fin de saison. Le Féminasport compte ainsi parmi ses adhérentes 5 championnes régionales PACA dans la catégorie 8-9 ans. Juliette Rappert et Lionel Bernardi sont allés à leur rencontre lors de leur entraînement. Elles s'appellent Romy, Kaya, Chelsea et Inès. Elles ont entre 7 et 8 ans et elles sont les nouvelles championnes du département PACA. Elles font partie de la section performance gymnastique artistique féminine du Féminasport et s'entraînent plus de 9 heures par semaine pour arriver à ces résultats. Ça fait plusieurs années qu'elles s'entraînent. C'est des jeunes filles que le club a détectées avant la période Covid. Étant donné qu'elles ont beaucoup de capacités physiques, le but, c'est d'ouvrir au maximum l'apprentissage pour leur permettre d'avoir la plus belle, si elles le désirent, des carrières. Après 6 compétitions cette année, cette jeune équipe féminine prometteuse pense déjà à l'année prochaine. Le bilan, c'est que voilà, elles ont fait du bon travail de formation de base et que maintenant on peut passer à des apprentissages plus complexes. Les axes d'amélioration, c'est toujours continuer dans le plaisir. Donc c'est vraiment l'essentiel, c'est d'être dans le plaisir. Parce qu'il faut qu'elles se sentent bien dans la salle. L'objectif de la saison prochaine, c'est l'explosion au niveau acrobatique. Là, on a des bases. Maintenant, il faut passer au cap supérieur au niveau acrobatique. Mais avant de partir pour les grandes vacances, elles s'entraînent sur les différents agrès en vue de la prochaine fête du club de la gym, le 25 juin. Et à présent, vendredi mitigé, peut-on espérer un week-end plus ensoleillé? La réponse tout de suite avec vous, Frédéric. Retour du soleil, Patricia, après l'épisode pluvieux d'hier, le beau temps reprend le dessus avec une journée bien ensoleillée et quelques passages nuageux l'après-midi. Les températures seront en hausse et comprises entre 22 et 32 degrés. Samedi 4 juin, nous fêterons les Clotildes. Ainsi se referme ce journal. Nous aurons le plaisir de vous retrouver demain samedi à 19 h pour un nouveau JT. Nous nous quittons sur ces photos de Michael Alizzi qui a assisté au montage du village installé place du Palais en vue des 3e rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco qui auront lieu, je vous le rappelle, samedi et dimanche. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.